matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Passionnez-nous, une émission écrite et réalisée par les membres de la web radio de la SCAZ. Nous allons vous expliquer un petit peu le principe de ces émissions. Chaque émission s'inscrit dans une saison. Il y aura au total 6 émissions par saison. Chaque saison a un thème précis et dans une émission, nous donnerons la parole à un invité que nous ferons parler sur ce thème. Donc aujourd'hui, nous allons accueillir un professeur de français, Monsieur Ricom. Mais avant qu'il ne réponde à nos questions, laissons quelques personnes nous en faire une présentation. Alors, Monsieur Ricom, déjà, c'est un être humain. Il a environ une quarantaine d'années, à mon avis, et c'est l'un des meilleurs, si ce n'est peut-être le meilleur prof de français que j'ai jamais eu, puisque ses cours sont intéressants et amusants, et il réussit quand même à nous faire apprendre des trucs. Alors, Monsieur Ricom, donc c'est un professeur du lycée Lascaz. C'est aussi un pilier pour moi du lycée Lascaz parce que il est là depuis mon arrivée au lycée. Il était là avant moi, donc au moins depuis 2016. Et il est partout. Il est membre de l'amicale des personnels. Il est notre tête de liste au conseil d'administration. Il mène plein de projets, les sorties au théâtre, etc. Monsieur Ricom, c'est quelqu'un qui est brillant. Pour moi, il est exceptionnel, il est incroyable sur tous les sujets, il est hyper ouvert et en même temps super modeste, c'est-à-dire qu'il ne va pas se mettre en avant pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il sait. Il est aussi hyper généreux et il me semble que c'est un travailleur de l'ombre parce qu'il fait énormément pour le lycée. Dans tous les domaines et sous tous ses aspects et sans que ce soit forcément vu ou perçu, que ce soit par les élèves ou par les collègues. Alors la direction en a sans doute conscience, mais voilà, pour moi c'est quelqu'un de vraiment altruiste, généreux et brillant. Pour moi, M. Ricom, c'est quelqu'un d'abord de très instruit, voilà, de très professionnel aussi, quelqu'un qui est à la fois proche des élèves, mais qui n'est jamais dans la complaisance. Ça, j'ai pu l'observer dans ses séances de classe. C'est-à-dire qu'il arrive à établir une relation de confiance avec ses élèves, il arrive effectivement à tirer vers le haut les élèves, c'est-à-dire à exiger d'eux le maximum de ce qu'ils peuvent lui donner en termes d'écoute, en termes de réponse aux questions qu'il peut poser. Tout ça avec beaucoup de tact, dans un climat tout à fait serein. Voilà, un très bon collègue et un très bon ami, mais ça on en parlera plus tard. J'aimerais savoir, Monsieur Ricom, qui êtes-vous ? Alors, c'est une bien vaste question. Je sais pas, je pourrais me définir peut-être d'abord comme un professeur de français, puisque c'est comme ça que vous me connaissez. Je sais pas si ça suffit évidemment à me résumer ou à dire qui je suis. Je suis aussi un papa, puisque j'ai une petite fille de 8 ans qui occupe une grande place dans ma vie, bien évidemment. Je suis quelqu'un qui aime la littérature sous toutes ses formes, qui aime lire, qui aime écrire. Et ça, pour le coup, je crois que ça me définit beaucoup dans mon parcours. Et voilà. Donc aujourd'hui, notre thème est obéissance et désobéissance. Mm-hmm. Mais avant de vous poser des questions sur ce thème, nous allons écouter la citation, c'est-à-dire celle que vous nous avez ramenée. Oui. Pouvez-vous nous la lire ? Bien sûr. J'ai choisi une très courte phrase d'Étienne de la Boétie, qui est un auteur du XVIe siècle, dans un ouvrage qui s'appelle « Le discours de la servitude volontaire », où la Boétie réfléchit sur la tyrannie, en fait, et pourquoi, en fait, ce qui permet au régime tyrannique de se maintenir. Et j'ai choisi une très courte phrase qui est la suivante, c'est « Soyez résolus à ne servir plus, et vous voilà libre ». Voilà. J'ai choisi cette phrase parce que je la trouve très
très rassurante en fait sur cette idée de liberté, parce que derrière l'obéissance, la désobéissance, il y a évidemment l'affirmation de notre liberté. Et la Boétie, ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait la liberté, elle est inaliénable. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on décide. On décide d'être libre, et que peu importe les oppressions, peu importe les poids qu'on va nous faire porter, si on a envie d'être libre, et donc voilà, d'exercer cette liberté, eh bien on peut l'être. Et donc la désobéissance pour la Boétie, elle est non seulement nécessaire, mais elle est inaliénable. On ne peut pas vous en empêcher, on ne peut pas vous la retirer. Et ça, je trouve que c'est une belle idée qui rassure un peu. Merci pour cette citation. Nous allons donc commencer à vous poser des questions. Si vous pouviez dire quelque chose à l'enfant que vous étiez, qu'est-ce que ce serait ? Alors, j'aurais envie de lui dire ça va aller. Ça va aller. J'étais un enfant, et bon, j'élargis un peu peut-être un adolescent aussi, hein, mais très inquiet, très anxieux. J'avais peur de tout, de plein de choses quand j'étais petit. Et je m'aimais pas beaucoup, je crois. J'avais pas beaucoup de confiance en moi, et voilà. Et puis quand je vois où je suis arrivé aujourd'hui, je pense que, je sais pas si c'est un peu prétentieux peut-être, mais je crois que je m'aime bien, et que voilà, j'ai envie de, si je pouvais parler à cet enfant-là, je lui dirais t'inquiète, ça va bien se passer, ça va aller. Toutes ces questions, toutes ces angoisses, tous ces rejets aussi de la part des autres, ils vont trouver un terme. Tu vas rencontrer les bonnes personnes. Et tu construiras un chemin de vie qui devrait te satisfaire à peu près. Voilà, ça serait le message à travers le temps que je pourrais me faire passer à moi-même. Quelle est la norme que vous détestez le plus ? La norme que je déteste le plus, c'est une question aussi qui est... Il y en a plein. J'aime pas beaucoup les normes, je dois vous l'avouer. Ce qui est bizarre d'ailleurs, parce que je pense pas dégager l'image de quelqu'un d'extrêmement rebelle socialement. Qu'est-ce que je veux dire ? Je pense pas que les gens qui m'entourent me voient comme un rebelle. Mais en même temps, j'ai un grand rejet de tout ce qui est normatif, c'est-à-dire de tout ce qui va vous forcer à rentrer dans une case prédéfinie avec des comportements prédéfinis. Donc l'idée de norme m'agace. Alors je ne sais pas si je devais en choisir une, deux, j'ai le droit à deux. Peut-être une de celles qui m'agace le plus, c'est toutes les normes qui renvoient au genre, et notamment à la masculinité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a toujours pesé dans mon parcours, parce que je trouve que voilà, on attend de l'homme une forme de virilité, quelque chose qui est très agressif, très conquérant, dans lequel je ne me reconnais pas du tout. Moi, j'étais un enfant très efféminé. Je dois être resté un peu, j'imagine, mais beaucoup plus quand j'étais enfant en tout cas. Donc, celui qui se fait traiter de tapette dès l'école primaire, ce genre de choses-là, quoi. Et c'est vrai que je me suis jamais reconnu dans les activités de garçon traditionnelles. J'aimais pas jouer au foot, j'aimais pas le sport, j'aimais pas draguer les meufs. Tout ça, ça m'intéressait pas une seconde. Et je trouve que même dans un monde qui a bougé sur ces questions et qui a beaucoup évolué, il y a encore un poids assez marquant de tout ça, y compris dans une salle des profs avec des gens cultivés, intelligents, qui ont un certain niveau d'études, qui sont censés avoir réfléchi sur ces questions, avec mes collègues masculins et féminins d'ailleurs. Je sens bien que de temps en temps, il y a des choses qui perturbent ou qui dérangent ou qui étonnent dans ma façon d'être au monde, voilà. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui m'agace profondément et dont j'essaie de m'abstraire, c'est-à-dire dont j'essaie de faire abstraction. J'essaie de vraiment ne plus en tenir compte. Ça renvoie un peu à ce que je vous disais sur ce que j'aurais pu dire au petit garçon que j'étais, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se conformer, d'obéir aux codes qu'on veut nous imposer, aux attitudes qu'on attend de nous, aux habits qu'on est censé porter, à la manière qu'on a de parler, de tenir son corps, de se positionner. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui m'énerve beaucoup. Et puis sinon, après, peut-être aussi plus largement, les normes de la morale, on va dire au sens de la bien-pensance peut-être. Voilà, je pense être quelqu'un de très moral. Je me flatte peut-être, je ne sais pas. C'est-à-dire très soucieux de ne pas faire le mal, de ne pas faire de mal aux gens qui m'entourent, ce qui me semble être la base d'une morale normale.
En revanche, quand la morale devient un code de comportement un peu arbitraire, qui dit aux gens ce qu'ils ont le droit de faire ou pas, abstraction faite du mal qu'ils peuvent causer autour d'eux, là je trouve ça plus gênant. Vous l'avez peut-être perçu, j'en sais rien, mais je crois que ça c'est quelque chose, ce rejet de cette morale facile, c'est quelque chose qui se perçoit notamment dans mes choix de lecture, par exemple dans les œuvres que je fais lire à mes élèves, etc. Est-ce que vous pensez que grandir, c'est apprendre à obéir ? J'aurais envie de dire que c'est plutôt le contraire. Je pense que grandir, c'est apprendre à désobéir, c'est apprendre à se libérer justement de l'obéissance. On éduque les enfants, on leur apprend à obéir. Je l'ai vécu côté enfant, puis je le vis actuellement côté papa. Une des grandes tâches des parents, c'est d'apprendre à leurs enfants à obéir, mais en même temps, tant qu'on est dans l'obéissance pure, je crois qu'on reste justement un enfant, et que quand on grandit, c'est à ce moment-là qu'on va se détacher des règles et apprendre à faire nos propres choix et à mettre à distance parfois l'obéissance comme soumission, on va dire, à la volonté des autres, au désir des autres. Donc pour moi, grandir, c'est plutôt apprendre à désobéir, c'est-à-dire gagner en autonomie. Est-ce que vous pensez que l'obéissance fait partie de la condition humaine ? Je le crois, en partie. Je le crois en partie, dans le sens où pour tenir ensemble, pour faire société, on a besoin de règles. Et donc, on a besoin d'accepter ces règles et de s'y soumettre quelque part. Donc, il faut obéir à quelque chose. Obéir peut-être aussi plus largement à nos propres valeurs, à nos propres principes, être en accord avec elles. Donc, je crois que c'est effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là dans la condition humaine. Après, il faut voir comment on définit l'obéissance. C'est toujours pareil, c'est un terme qui est très, très ouvert. Est-ce que obéir, c'est se soumettre ? Ça, j'en suis pas convaincu, forcément, mais on a quand même cette idée derrière, et si obéir c'est se soumettre, alors non. Mais je crois qu'on est tenu par notre expérience d'animaux sociables, parfois d'obéir à des règles pour le bien collectif et pour le bien commun. Est-ce que le professeur a pour but d'apprendre à obéir ou à désobéir ? J'aimerais dire que je crois que notre travail essentiel, c'est d'apprendre à désobéir. Je ne sais pas si les élèves le perçoivent, je ne sais pas si c'est l'image qu'on renvoie, je ne sais même pas si c'est ce qu'on arrive à faire, en vrai, face à nos classes. Bien sûr qu'on est là pour apprendre à nos élèves des règles de fonctionnement, leur imposer tout un tas de contraintes et d'obéissance. Taisez-vous, levez-vous, sortez vos cahiers, travaillez. Ça fait partie du métier. Je crois que si on ne fait que ça, on fait un bien triste métier. Et c'est pas ça que j'ai envie de faire, en tout cas moi quand je suis face à mes classes. Je crois qu'on est plutôt là pour vous apprendre à devenir indépendant par rapport à ce qu'on vous apprend. C'est très difficile. C'est très difficile parce que quand on est enseignant, on est un maître, c'est-à-dire un guide aussi, une espèce de maître à penser, de modèle comme ça. Et quand ça se passe bien avec les classes, on le voit, c'est assez facile parfois de passer du statut de maître au statut de gourou. Oui, c'est un peu fragile. On vous manipule en fait quelque part, les élèves, toujours quand on s'adresse à vous. On vous donne l'impression qu'on a le savoir, qu'on sait tout, qu'on a la réponse à tout, qu'on a la vérité, qu'on vous dit ce qu'il faut penser. C'est très confortable côté prof. C'est super agréable d'être celui qu'on admire, qu'on écoute, dont on répète les propos, dont on reprend les idées. Et ça, on le sent parfois chez certains élèves. C'est ce côté un peu, les élèves, pas vous en particulier évidemment, mais les élèves en général, c'est un peu des éponges. Donc ils absorbent ce qu'on leur dit et ils nous ressortent parfois dans les copies ou même quand on discute nos idées, nos opinions, parce qu'ils veulent nous faire plaisir, parce qu'ils sont contents qu'on les apprécie ou voilà. Et donc c'est très grisant ce sentiment côté prof, mais je crois que c'est très dangereux aussi. Parce qu'évidemment, ça ouvre la porte à toutes les soumissions, à toutes les manipulations. Et en faisant ça, on prive nos élèves de leur libre arbitre, un peu, quelque part. Donc je crois que notre travail, il est plutôt de leur apprendre à se détacher de nous. C'est-à-dire à se rendre compte qu'on peut se tromper d'abord, qu'on peut dire n'importe quoi, qu'on peut nous corriger, qu'on peut nous remettre en question. Et voilà, et moi j'essaie en tout cas, le plus possible,
de faire passer, j'espère, je ne sais pas si j'arrive à me faire passer à mes élèves, cette idée que ma parole n'est pas sacrée et qu'elle est une parole parmi d'autres et que la leur, c'est une autre parole et que ces paroles peuvent se rencontrer. Et que c'est là peut-être qu'on va trouver, je ne sais pas si c'est la vérité, mais quelque chose qui est de l'ordre de la vérité. Mais ce n'est pas facile du tout. Et c'est un long travail. Je me souviens très bien quand j'étais jeune prof, quand j'ai commencé dans le métier, au lycée Lascaz, c'était ma 2e année, je crois, et la première année où j'avais des lycéens, par exemple. J'avais jamais eu de lycéens, j'avais jamais corrigé le bac. Donc tous les soirs, je rentrais chez moi, je prenais des manuels et j'essayais de regarder, de comprendre ce que c'était un commentaire, ce que c'était une disserte, de préparer mon cours du lendemain. Mais quand j'arrivais face aux élèves, j'étais pas beaucoup plus vieux qu'eux, j'étais plus vieux parce que j'avais 24, 25 ans, je sais plus, mais l'écart n'était pas énorme encore. Je me sentais très très proche de leur goût, de leur mode de vie, de leur soirée, enfin voilà. Et il fallait à tout prix que j'arrive à trouver cette distance. Et je me rappelle, je leur mentais en permanence en fait. Pardon s'il y a des anciens élèves qui entendent ça, mais je jouais le prof qui sait tout, ouais, vraiment. Je leur disais, oui, vous faites toujours dans vos copies ce genre d'erreurs, les élèves, j'en avais jamais corrigé une. Bref, j'essayais de sacraliser ma parole, de donner ce côté, justement, voilà, je sais, et donc obéissez-moi et suivez mes conseils. Ma parole est incontestable, en gros. Ça, j'essaie de plus en plus, comme je peux, de limiter cette tendance et de la mettre à distance. Voilà, en tout cas, j'essaie. Mais je crois que c'est ce qu'on devrait tous faire. Un bon prof, c'est quelqu'un qui vous apprend à lui dire non. Est-ce que quand on obéit, on ne désobéit pas un petit peu à d'autres règles, d'autres... D'accord, oui. Alors oui, il y a du paradoxe dans ce rapport et dans cette dialectique, on va dire, entre l'obéissance et la désobéissance. Il y a forcément du paradoxe. Obéir à certaines règles, c'est peut-être désobéir à d'autres règles. Si je peux me permettre, petite parenthèse historique, mais la question de l'obéissance et de la désobéissance, c'est une question qui a beaucoup évolué en fait, selon les époques et les sociétés. Si je repars sur le XVIIe siècle, en gros, sur la monarchie absolue, tout ça, obéir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire obéir à Dieu. Obéir, c'est se soumettre à la volonté divine. C'est le message. Je crois que c'est Saint Augustin, j'espère pas dire de bêtises, qui dit ça. Il dit « crains Dieu ». C'est la base. Et ensuite, fais ce que tu voudras. C'est-à-dire, respecte Dieu, crains-le, obéis-lui, et ensuite, tu es libre complètement avec ce présupposé. Et donc, évidemment, au XVIIe, obéir, c'est obéir à Dieu. Et obéir à Dieu, c'est obéir au roi, puisque le roi tient son pouvoir de Dieu. Et obéir à son père, c'est obéir à Dieu quelque part aussi, parce que le père est l'image du roi, qui est l'image de Dieu. D'accord ? Mais cette obéissance aveugle à l'autorité royale, elle va très vite s'abîmer, parce qu'on se rend compte qu'il y a des souverains qui sont de mauvais souverains, qui ne respectent pas les lois divines, qui s'opposent aux lois divines. Et si on n'obéit plus, s'il y a une contradiction entre la loi du roi, c'est-à-dire la loi des hommes, et la loi de Dieu, à ce moment-là, effectivement, on va se retrouver dans ce que vous évoquez, c'est-à-dire une contradiction. On peut obéir aux règles édictées par le politique, aux lois, mais ne plus obéir aux lois religieuses. Alors à ce moment-là, on se retrouve dans un conflit d'intérêts ou d'un conflit de loyauté, quelque part, qui fait qu'effectivement, obéir à l'un, c'est désobéir à l'autre. Et c'est là que le libre arbitre va prendre toute sa place. C'est-à-dire qu'on va devoir choisir ses obéissances et son allégeance, quelque part. Ça, c'est très marquant. Ça caractérise vraiment la bascule avec les Lumières, la Révolution française et puis plus tard, ce que Nietzsche appellera la mort de Dieu, c'est-à-dire la mise à distance quand même du phénomène religieux pour beaucoup de gens. On va se retrouver avec une obéissance qui est toujours une désobéissance en même temps. Voilà. Et donc avec une situation où l'homme est vraiment terriblement, si j'ose dire, libre. Terriblement dans le sens où c'est très angoissant d'être libre, d'être responsable de nos choix et de ce à quoi on obéit, de ce à quoi on désobéit. Ça va poser des questions morales dans l'histoire. Après, je peux pas faire un cours d'histoire, mais c'est le cas classique de ce qu'on appelle la désobéissance civile après. C'est-à-dire à quel moment un citoyen peut décider de désobéir à une loi de son pays parce qu'il estime que cette loi elle est immorale. Et ça, c'est un débat de tous les instants que chaque citoyen doit se poser, je crois, dans son obéissance aux lois.
Dans quelle situation pensez-vous que la désobéissance est importante ? On est pile dans la continuité donc, de ce que je disais. Moi, je voudrais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, sur la morale, au sens juste ne pas nuire à l'autre, ne pas faire de mal. Je crois que la désobéissance, elle est importante dès que l'ordre qui nous est donné, dès que l'injonction qui nous est donnée, elle est nuisible à autrui. Dès qu'on sent qu'on nous demande, en fait, parce qu'on nous impose, de faire du mal à l'autre. Alors ça peut être des choses extrêmes. Vous n'avez pas le droit d'aider un migrant à entrer sur le sol national, donc vous le laissez crever dans la mer ou dans la montagne. Ça, c'est le cas extrême, évidemment, qui doit tous nous révolter, je pense. Et donc, évidemment, que là, on va désobéir. Enfin, ça me paraît évident, on ne va pas laisser quelqu'un mourir, quoi qu'en dise la loi. Mais ça peut être valable à des niveaux beaucoup plus fragiles, beaucoup plus discrets, je ne sais pas comment le dire. C'est-à-dire qu'à un moment... l'obéissance, je sais pas moi, l'obéissance à un programme scolaire, par exemple, pour prendre des choses très très anodines. On nous demande de faire 20 textes pour le bac en première. Faire 20 textes pour le bac, ça veut dire qu'on va pressurer nos élèves, leur imposer un rythme absurde, on n'a pas le temps de réfléchir avec eux, et bien on n'en fera que 16. Et on désobéit à l'éducation nationale. C'est pas bien. Mais je crois que c'est le principe de base est le même. Évidemment, les situations, je les prends volontairement de manière caricaturale, de manière très opposée. Mais je crois que le principe est le même. À un moment, on me demande de faire quelque chose que j'estime nuisible à la personne à qui j'ai affaire. Et donc, je m'y refuse parce que je n'ai pas envie d'être nuisible à l'autre. Voilà. Je crois que ça doit être ça, la boussole de base. Ça a l'air un peu bisounours comme idée, peut-être, un peu simpliste, il faut faire du mal aux gens. Mais je crois que des fois, le côté bisounours, il est important, en fait. La gentillesse, la bonté, le fait de faire attention à l'autre, c'est peut-être des belles idées un peu faciles, mais je crois qu'elles sont très vraies. Et qu'il faut pas les perdre de vue, il faut pas avoir une distance, vous voyez, une espèce de posture critique, un peu comme ça, détachée. Ah oui, moi je suis au-dessus de ça, je suis déconnecté. Non, je crois qu'il faut être gentil des fois, c'est important d'être gentil, et c'est pas ridicule, en fait. Je trouve qu'on ridiculise trop cette idée de gentillesse. Pensez-vous qu'il vaut mieux obéir à ce que l'on pense juste ou à ce qui nous est désigné comme juste ? La formule est belle, mais je crois qu'en fait, elle est insoluble. Je crois que ce qu'on estime juste, évidemment, ça doit être notre boussole, ce sont nos valeurs, ce en quoi on croit, et on est obligé de s'y tenir. Mais il me semble quand même qu'il est nécessaire aussi d'obéir à ce qu'on nous désigne comme juste, c'est-à-dire quelque part, moi je le comprends comme ce que le groupe social a décidé comme valeur commune. Et je crois qu'il faut aussi, à un moment, réussir à mettre à distance notre individualité, notre ego, notre subjectivité, pour accepter de rentrer dans le jeu social. Et donc, de temps en temps, il faut prendre sur soi et s'imposer des choses, par exemple. Je n'ai pas d'exemple précis, je peux prendre un exemple très banal aussi, mais il faut que... les élèves soient respectueux dans un établissement scolaire pour le bien de tous, et donc on va vous demander d'enlever vos casquettes, de jeter vos chewing-gums, tout ça. Honnêtement, à titre personnel, ça me fait pas grand-chose, mais à un moment, on va quand même essayer d'avoir un discours collectif, parce que le collectif, il est important pour qu'on fonctionne ensemble, et qu'on a besoin de fonctionner ensemble. On n'est pas isolés, on n'est pas des ours ou des loups. On est des gens qui fonctionnent dans un cadre social, donc de temps en temps, il faut quand même accepter aussi, je crois, de jouer sur cet équilibre. Il est délicat, mais il renvoie aux questions qu'on avait tout à l'heure. C'est la limite, à quel moment on va basculer d'un côté ou de l'autre. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Je crois pas. Merci. Désobéissez. Merci beaucoup. C'était Passionnez-nous, une émission écrite et réalisée par les membres de la web radio de la SCAZ. Nous remercions tout d'abord Monsieur Ricom pour sa présence, mais également Antoine et Luce à la rédaction, Abel et Elsa à la technique, au son donc, et également nos professeurs encadrants, Madame Blom et Madame Kadar. C'est ainsi que s'achève cette émission. Nous vous disons à bientôt pour une prochaine émission, et au plaisir de vous avoir à nouveau à notre écoute.